Et j'entends mon chien aboyer, je regarde à gauche, je vois 5 perdus qui me regardent. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai fait demi-tour. Je me suis fait plusieurs fois accompagner dans ma vie. J'ai fait des petits bouts de thérapie par-ci par-là, tu sais, pour justement régler mes comptes avec mes démons et tout ça, mais il a toujours fallu avancer. Et puis le départ du père de mon fils, quand il est parti dans ma grossesse, et jamais revenu. Et le deuxième problème, c'est que quand je cours en ultra, je ne sais pas m'asseoir, je ne sais pas m'allonger, je ne sais pas dormir. Pour l'instant en tout cas. Quand j'ai fait les Vosges, j'ai pas dormi une seconde, je me suis pas allongée, je me suis pas assise pendant 44 heures. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Maude Méry de Montigny, alias Ultrabulle sur les réseaux. Maude, on en parlait justement en off avant, c'est un article sur Le Progrès qui a déclenché mon contact vers toi pour que tu viennes intervenir sur le podcast, et tu as gentiment accepté. On a aussi une connaissance en commun, quelqu'un qui est déjà passé 2 fois sur le podcast, des épisodes merveilleux que je vous invite à écouter, c'est Bertrand, qui est un auteur fabuleux. Comment vas-tu, Maude ? Bah écoute, je vais bien. Je suis quelques jours au repos Rome, on va dire, ça m'arrive une fois dans l'année, grand maximum. Je fais 3-4 jours sans courir et exclusivement de la rando pour reposer le corps pour les prochaines hostilités. Et puis c'est pas de trop vu que je sors aussi de la Lyon Saint-Aignan. Voilà, mais je te remercie beaucoup pour l'invitation en tout cas. Un plaisir d'avoir accepté. Et puis merci Bertrand également pour la connexion, parce qu'il fait partie aussi de la connexion, ce qui est le lien entre nous. Exactement. On remercie Bertrand. Effectivement, tu l'as dit, tu as fait la Lyon-Saint-Élion il y a très récemment. Là, on enregistre, on est le 16 décembre. La Lyon-Saint-Élion, c'était tout début décembre. C'était le 3-4. On y reviendra tout à l'heure, si tu le permets. Mais j'aime, parce que tu as quand même un sacré. J'ai regardé un petit peu là sur internet ce que tu avais fait, et rien que sur l'année, il y a déjà plusieurs ultras. Ouais. Mais avant qu'on en rentre dans le dur, dans tous ces sujets-là, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Maude, je vais avoir 41 ans dans 2 semaines. Donc, j'habite dans le Haut-Jura avec mon petit garçon Simon qui va bientôt avoir 10 ans. Je me suis auto-parachutée dans le Jura il y a 15 mois, début septembre 2021. Avant cela, j'habitais dans le Grand Nord, à Roubaix, à côté de Lille, où j'étais enseignante spécialisée en zone d'éducation prioritaire. Donc, je travaillais, j'accompagnais des enfants différents, à savoir des enfants en difficulté en primaire, mais je préfère dire des enfants différents. Donc la palette était très large, c'était les enfants autistes, troubles de l'apprentissage, au potentiel, etc., etc. Et puis j'ai fait un burn-out professionnel, donc j'ai choisi de tout quitter le navire de l'éducation nationale et de venir dans le Jura, où j'avais couru l'Ultra 01, avec un grand coup de cœur pour ces montagnes ici. Donc j'y vis toute seule avec mon petit garçon, enfin pas toute seule avec mon petit garçon parce que j'ai un âge de Noé comme je t'ai dit tout à l'heure à la maison, donc j'ai 2 poilus, 2 bordeurs et puis 2 chats. Donc on a notre petite vie à l'avant des Saint-Claude, au-dessus du village, et on est très bien ici. Voilà pour la base. Ensuite, que dire, je cours depuis 5-6 ans. Et, avant d'être enseignante, je faisais beaucoup de musique. Je fais de la musique depuis que j'ai 4 ans, depuis que je suis toute petite. Donc c'est un petit peu, j'ai une palette un petit peu large, comment dire. Je suis un petit peu touche à tout, mais en même temps, je fais des choses qui me passionnent et je les fais à fond, je les survole pas. Voilà, je pense t'avoir dit les éléments principaux.
Alors effectivement, il y a beaucoup de choses là que tu m'as dit. Déjà, j'aimerais qu'on reparte du début de ta présentation. Tu nous as dit que tu étais donc enseignante. C'est quelque chose que tu pratiques toujours? Et comment est-ce qu'il est venu ce burn-out? À quoi il est dû? Et comment il s'est concrètement manifesté? Alors, je reprends au début. J'ai été 6 ans enseignante à Roubaix. Avant la naissance de mon petit garçon, en fait, je vivais complètement de ma musique. Enfin, j'étais auto-entrepreneur, pas tout à fait intermittente du spectacle, donc j'ai fait un petit peu des tournées un petit peu partout dans le monde avec ma musique électronique. J'ai sorti des disques, etc. Puis comme je me suis retrouvée toute seule avec mon petit garçon, parce que le père à partir de ma grossesse disparu dans la nature, mon ex-compagnon de vie, j'ai choisi de reprendre mes études et j'ai passé ma licence et mon master de recherche en sciences de l'éducation pour me diriger vers l'enseignement, puisque je suis tombée dans la bassine, entre guillemets. J'ai été en école Montessori quand j'étais gamine et j'ai fait toute ma scolarité en Montessori. Donc pour accompagner les enfants, parce que j'ai une forte connexion, un fort lien avec les enfants. C'est très probablement lié à la petite fille intérieure en moi qui est toujours là, que j'entretiens. Donc j'ai choisi d'accompagner les enfants et naturellement j'ai été amenée à accompagner des enfants différents. Et donc le burn-out, pourquoi? Parce que pendant 40 ans, si tu veux, 39 ans précisément, j'ai fait une surcompensation liée à mon handicap, qui est à savoir la malformation génétique de l'oreille interne, donc du vestibulaire. Et donc j'ai des vertiges, j'ai une amplitude auditive de 20 décibels sur 120 décibels. Donc si tu me mets dans une pièce, je vais entendre 20 décibels de ce qui se passe dans le spectre autistique et pas 120 décibels. Et du coup, à l'école, quand j'ai commencé à avoir le masque, si tu veux, avant, je surcompensais. Donc, j'entendais très bien, j'avais pas de soucis, j'ai toujours surcompensé. Personne ne savait tout ça. J'ai fait l'anguille, voilà, j'ai toujours caché, mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Et il a commencé à avoir le masque. Et là, pour moi, ça a été une catastrophe parce que le masque coupe énormément de fréquences. Et du coup, c'était une grosse galère pour moi, surtout que je travaille le langage avec les enfants, etc. Et, donc, au niveau langage, auditif et tout ça, ça devenait une incompréhension totale pour moi parce que je pouvais plus lire sur les lettres des gens, je pouvais plus recompenser, etc. Et en plus de ça, j'étais pas d'accord du tout avec ce qui se passait avec l'institution, puisque quand j'étais enseignante, dans ma vie d'enseignante, en fait, j'ai dénoncé la maltraitance éducative. Et si tu veux, suite à ça, le diocèse, etc., ma hiérarchie, en fait, j'ai été harcelée constamment. Et du coup, j'ai pété un plomb, tout simplement. Ça, plus la Covid, plus même la formation génétique, je pouvais plus. Je pouvais plus, j'étais pas d'accord avec ce qui se passait, avec la façon d'enseigner, etc. Enfin, on n'avait pas les moyens. Il y a plein de choses qui ont fait que c'était plus possible. Et donc, j'ai choisi de partir, tout simplement, et de tout quitter pour venir dans la montagne. C'est là où je me sens bien, c'est ici que j'ai trop ma place. Je peux courir autant que je veux, je deviens libre, en fait, ici, tu vois, tout simplement, alors que j'étais dans une réelle prison quand j'habitais dans le Nord et que j'étais enseignante. Je sais pas si c'est assez clair ce que je t'explique, quoi. Ou si c'est confus, ou c'est un peu dans tous les sens, tu sais, ça part un petit peu partout. Si, si, c'est très clair. Ça soulève une vraie question et c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé sur ce podcast. Les dommages collatéraux du Covid et du Ouais, port du masque. Moi, j'ai été vraiment tellement content que mes enfants soient en maternelle et que enfin mon grand, il est en maternelle et ouais, que ma petite, elle est encore trop petite pour aller à l'école, et qu'il soit pas en CP obligé de porter ce foutu masque. Pour moi, c'est un espèce de drame pour l'éducation, cette c'est ça. obligation. Et quand je voyais là les enfants, même les lycéens, hein, devant les écoles avec des masques, je trouvais ça tellement horrible. Alors le vivre au quotidien, je comprends, surtout que pour toi, ça devenait une vraie difficulté. Ouais. Euh, Mais c'est surtout aussi au niveau tout ce qui est émotionnel, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sourire. Et puis je trouvais plus de sens dans ma pratique, si tu veux, parce que comment veux-tu apprendre le langage, apprendre à lire à des enfants, apprendre à communiquer, à s'exprimer, à partager avec un masque? Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Un enfant, il a besoin de voir ta bouche, voir tes émotions, voir ce qui se passe.
s'il y a un masque, il se passe plus rien. Donc, je mettais plus de sens dans ma pratique, tout simplement aussi, tu vois, avec le Mmh. foutu masque. Bon, heureusement qu'on n'y est plus, du moins Ouais. beaucoup moins. Ça a dû te faire une espèce de libération, ça, quand ça s'est stoppé. Oui, c'est certain. Et puis après, juste à partir du moment où il y a eu le masque, hormis à l'école, je sortais plus, etc. Puis j'allais courir sans masque, hein, parce que tu te doutes bien que lorsqu'il y a eu le masque obligatoire pour aller courir, je vais pas te cacher que j'ai jamais mis un masque pour courir. C'est ce qui est une évidence. C'est antinomique de mettre un masque pour courir. Donc après, je sortais plus, etc., etc. J'ai tout fait pour rester tranquillement à la maison ou alors aller courir, mais pas de masque, c'était pas possible. Mmh. Tu vois, moi, j'ai une faculté à oublier, les choses comme ça qui m'ont emmerdé dans la vie et ma femme m'a rappelé, hier, tu vois, c'était le 15 décembre, que, il y a 2 ans, on devait aller à Noël, on devait être, 6, maximum à table, on devait, respecter un couvre-feu et tu vois, Ouais. tout ça, en fait, on oublie. Est-ce que toi, t'en gardes un espèce de traumatisme de cette période ou finalement tu passes à autre chose? Ouais, je suis passée à autre chose, c'est clair. Après, c'était une période vraiment particulière. Quand il y a eu le confinement, j'étais toute seule avec mon petit garçon. Mais on a fait d'autres choses, si tu veux. On allait, tu vois, on sortait courir ensemble. Enfin, lui, il faisait du vélo, moi, je courais. Ça l'a autonomisé d'une certaine façon aussi. C'est à ce moment-là qu'il a appris à lire. Et puis, j'ai fait d'autres choses aussi quand il y a eu le couvre-feu, etc. J'ai fait des ultras en off. Pendant la Covid, justement, c'est le moment où on a commencé, enfin, où j'ai commencé à découvrir l'ultra toute seule, tout simplement. J'ai fait d'autres défis, je me suis lancé d'autres défis. Donc, c'était un mal pour un bien, ça m'a permis de découvrir d'autres choses. Mais c'est clair que c'est une période révolue, que j'ai pas nécessairement envie de replonger dans ce cercle-là, parce que ça a foutu en l'air tout ce qui est relationnel. Enfin, c'est une catastrophe. Et pour moi encore, je trouve que, en tout cas, c'est à mon sens, c'est mon ressenti. Je pense que la Covid a exacerbé les côtés négatifs, les torts des gens en général. On se retrouve avec plein de gens hyper angoissés, etc. Enfin, et encore maintenant, je trouve que les gens sont beaucoup plus autocentrés, sont devenus beaucoup plus égoïstes, justement à cause de de la Covid. Enfin, maintenant, c'est mon ressenti. Donc, ça n'engage que moi. Mais ça a été vraiment une période particulière et je trouve qu'on en paie encore les dégâts aujourd'hui dans les relations sociales. Alors ça, c'est évident que tu gommes pas, toutes ces mesures qu'on a dû, prendre et toute cette méfiance qui existait entre les gens, tu le C'est gommes pas amplifié, en 5 minutes, hein, ça c'est c'est inévitable. certain, ouais. Mmh. C'est certain. On a été tous ligués les uns contre les autres, enfin, ça, d'une certaine façon. Puis au final, maintenant, c'est devenu un virus parmi d'autres. Est-ce que ça n'était pas ça avant déjà aussi? À Mmh. voir. Enfin, on va pas rentrer dans cette polémique-là, tu vois, mais quand on voit aujourd'hui, on en est à la 12e ou 42e, j'exagère à peine, vague, quoi. Vague, ouais. C'est vraiment ça, C'est les troisième. C'est surfaces. un terme, non, mais c'est pour dire que voilà, ça devient exagéré. Donc, c'est un virus parmi d'autres, comme la grippe ou, bah, enfin voilà, on apprend à vivre avec et puis voilà. Mmh. Ah, c'est sûr, ça a surpris, tout le corps médical, d'un coup et puis mais bon, voilà, il y avait peut-être eu un peu de surréaction, mais en même temps, si c'était aggravé et qu'ils avaient rien fait, on leur aurait reproché. Enfin voilà, j'aurais pas voulu être politicien à cette époque-là, pour prendre les décisions. Ouais, c'est certain. Ni Ouais, politicienne, ni appartenir au corps médical. exactement, C'est nu, mais même encore aujourd'hui, je pense qu'il fallait pas casser, vu tout à l'hôpital fait. public et tout ce qui se passe, etc. Hem, alors j'ai lu, que tu étais porteuse du syndrome d'Asperger. Ouais. La seule chose que je connais de ce syndrome, c'est un truc qui doit être hyper caricatural, c'est Shaun dans Good Doctor. Tu connais cette série? Bah, ça me dit quelque chose, mais je regarde pas. Ouais, c'est un médecin un chirurgien Pardon. Oui, qui oui, non, mais exact. Ah oui, 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 je me souviens. voilà. Et donc, Ouais, 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 série ouais, que ouais. j'ai regardée récemment. Hem, C'est vieux d'ailleurs ce truc. qu'est-ce que ça implique dans ta vie au quotidien? Bah, qu'est-ce que ça implique? Bah, déjà, en fait, il faut savoir que ce n'est pas que l'autisme, le spectre autistique, c'est aussi associé au potentiel. Donc, à la différence de l'autisme dit classique, c'est pas associé à une déficience intellectuelle.
mais au potentiel, donc à la douance, l'être dit entre guillemets surdoué. Et c'est pas être intelligent supérieur, c'est avoir une intelligence différente, donc avec la pensée en arborescence, l'hypersensibilité. Et donc quand tu l'associes au spectre autistique, c'est surtout une source d'énorme angoisse en fait au quotidien. Et donc je suis hyper angoissée, pour, pour rien je peux partir dans les tours toute seule, puis me faire ma tripe. Mais ça reste au quotidien. Et c'est aussi pour ça que je cours, parce que justement quand je cours, quand je suis dans la montagne toute seule, j'ai absolument plus aucune angoisse. Donc tout prend sens finalement. Justement, j'allais te demander comment tu le gérais, comment tu les gères ces angoisses. Qu'est-ce que tu fais pour les faire se calmer Au quotidien, tu vas dire, ou alors en montagne? au quotidien? Travail de respiration, c'est partir, si je sens que je vais partir en live, je m'en vais, je vais marcher, je vais courir. Je sors dehors parce qu'il n'y a que dehors que j'arrive à m'apaiser. Mais après, dans tout ce qui est organisationnel au quotidien, par exemple pour les organisations des ultras, c'est une source de stress épouvantable parce que j'ai mon petit garçon à faire garder, j'ai mes chiens à faire garder, et j'ai tout ce qui est logistique, finance à prendre en compte, si tu veux. Du coup, je me mets dans, dans des tours d'angoisse et ça monte et ça monte. Je suis sur les nerfs en permanence. Donc, je travaille beaucoup sur la respiration. Après, je prends des huiles essentielles, je prends de l'homéopathie, je fais de l'automassage ou alors je vais me faire masser à l'institut, etc. Tout ça pour me détendre. Mais bon, la source irrémédiable qui me permet de me calmer, c'est d'aller courir en montagne parce que là, je me retrouve dans le silence bruyant de la montagne, tu sais, et puis je me ressource, je me retrouve, je m'apaise, je peux rentrer en introspection, je peux ranger les cases dans ma tête, enfin ça met un peu plus de bordel, hein, on va dire ça comme ça, mais voilà, ça me permet d'y voir plus clair et ça me permet de m'organiser en fait en amont. Je vais m'organiser dans ma tête avant en courant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a que comme ça que je réussis à canaliser vraiment mes angoisses en allant courir, et puis je travaille sur tout ce qui se passe dans ma tête en courant. Ça, c'est quelque chose qui est souvent partagé, cette sensation de liberté, d'évasion, d'avoir des pensées aussi. Tu sais, tu t'es bloqué sur un dossier, tu n'arrives pas à trouver la solution, Ouais, et puis tu pars courir, et là, magique, tu trouves la solution comme ça au bout de 20 minutes de course parce que ça c'est a ça, juste mis de l'ordre dans ton cerveau. Ça, c'est quelque chose qui est très, très souvent partagé, ouais. c'est ça. C'est exactement ça. Et même le fait de courir la nuit dans la montagne, si tu veux, c'est un truc qui m'angoisse absolument pas. Alors que, en y réfléchissant bien, moi qui suis quand même hyper angoissée, j'y travaille, hein, tu sais, je travaille à mieux être, etc. au quotidien. Mais je sais qu'il y a des choses qui changeront pas parce que je suis câblée de cette façon. Enfin, c'est tout ce qui est l'hémisphère droit, etc. Quand t'es au potentiel, en plus avec l'hypersensibilité exacerbée, t'es toujours sur le qui-vive, la méfiance envers les gens, les choses, le quotidien, etc. Mais courir dans la montagne la nuit, ben, je suis bien en fait. Je suis toute seule dans la nuit, toute seule dans le noir, dans mon grand trou noir, tu vois. Puis j'entends rien, je vois rien. Enfin, si, je vois et j'entends à travers mes chiens, si tu vois, parce que souvent je mets un de mes chiens avec moi. Et dans ces cas-là, alors eux peuvent être source d'angoisse. C'est très marrant d'ailleurs parce que quand je suis toute seule, tu vois rien de ce qui se passe autour de toi. Même si c'est la tempête ou quoi que ce soit, enfin, peu importe la météo, tu vois rien, t'entends rien dans la montagne. Seulement les bruits de la nature. Mais alors si j'ai mes chiens, eux, ils sont au taquet. Donc tu vas les voir jaillir à droite, à gauche et tout ça. Puis t'es obligé de tourner la tête. Donc souvent à la frontale, tu sais, tu vois des perdus qui te fixent et tout ça. C'est un truc un côté assez angoissant, tu sais. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu aussi. Donc courir avec mes chiens peut être limite un petit peu plus angoissant parce qu'ils me servent d'yeux et d'oreilles quand je suis en montagne la nuit. Moi, j'adore ça, voir ces yeux là ces yeux jaunes là qui te Ah, regardent. c'est particulier. Je- Mais C'est bon, je vraiment me dis, alors je sais pas si je me rassure en disant ça, mais je me dis si je le vois maintenant, lui il m'a déjà vu depuis depuis au moins 3 minutes. S'il avait voulu m'attaquer, il l'aurait déjà fait. Bah là, je t'avoue qu'il y a pas longtemps, il y a 2, 3 semaines, j'ai croisé 5 paires d'yeux. J'étais sur les sentiers, là, sur les crêtes, à peu près vers 950 mètres au-dessus de chez moi. Et j'entends mes chiens aboyer, je regarde à gauche. Je vois 5 paires d'yeux qui me regardent. Je sais pas chercher à comprendre, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai fait demi-tour.
Ça peut paraître, bah, je me suis demandé ce que c'était, puis après je me suis dit, bon, bah, c'est ridicule, moi. En fait, ça devait être des chevreuils ou un truc comme ça. Tu sais, ça soufflait fort, il y avait du vent. C'était pas tard, il devait être 19h30, un truc comme ça. J'ai même pas cherché à comprendre, hein. J'ai fait demi-tour. Mais à contrario, il y a de belles rencontres aussi. Et, dans les Vosges, quand j'ai fait l'Infernal, j'ai croisé 2 loups. Ça a Ah été aussi ouais. une expérience particulière. Je vais pas dire que c'était très rassurant, ça a été hyper angoissant. Mais sur le coup, t'as des palpitations, t'as le cœur qui bat la chamade, et puis tu regardes encore une fois, tu retournes ta tête 3 fois, 4 fois, tu vois le loup qui te regarde et tout. Ça a été un truc surréaliste, quoi. Mais c'était des loups. Est-ce que c'était même la deuxième fois? Je ne sais pas, parce que c'était 25 minutes après. C'était la deuxième nuit en pleine tempête. Je devais être à, que je dise pas de bêtises, 120, 100, ouais, c'est ça, 130 km, un truc comme ça. Sur 200, 220. Et j'ai Ouais, lu que ça fait partie des belles rencontres et des surprises de la montagne, tu vois. Bon, c'est à accueillir d'une certaine façon, c'est particulier, mais après ça, tu te dis, waouh, j'ai vécu ça, c'était fort, quoi. Pourquoi, quel sens mettre à ça et tout ça? Pourquoi j'ai vu des loups, tu vois? Il y a plein de questions qui se posent, mais ça fait partie des rencontres particulières, mais vraiment magiques de la montagne. C'est des beaux cadeaux que nous offre la nature, et il faut savoir les prendre comme ça. Oui, dis-moi, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. ah mais il y a pas de mal, c'est ton podcast, hein, tu es Merci, l'invité, tu es la reine ici, tu sais. merci. Non, je disais que j'avais lu que les loups comme ça, ils t'attaqueraient pas, ils attendent en fait que tu t'épuises et que tu tombes raide mort pour t'attaquer. Donc finalement, ça représentait pas un si grand danger que ça. Mais il y a Euh, peu de, il me semble, je ne sais plus le nom exact, mais il y a peu de noms d'attaques d'humains par les loups dans le monde. De toute façon, c'est une évidence. hmm, Si tu leur cherches pas de noises et tout ça, et je pense aussi que tout ce qui est le corps animal, ça, comment dire, ça sent les choses, comme nous, de toute façon. Donc je pense qu'ils vont, s'ils se sentent en danger, forcément, ils vont attaquer. Mais si tout ce qui est énergétique, je pense, peut-être que c'est une illusion, tu vois, mais je pense que s'ils sentent pas d'agressivité, etc., ils vont pas t'attaquer la nuit. Par contre, ce que je redoute un petit peu de croiser, parce que je sais pas quelle peut être leur réaction, c'est les lynx. J'en ai jamais vu, je sais qu'il y en a pas mal ici, mais j'en ai jamais vu pour l'instant. Ou alors ils étaient là, mais je les ai pas vus. Je veux pas savoir. Je vois pas mal de biches, de surf et tout ça, ça c'est magnifique, j'en croise plein tout le temps. Ça. Ou des renards aussi, c'est sympa. Là, ça, c'est surtout la saison des écureuils, donc c'est plusieurs par jour. C'est mignon, enfin, c'est trop chou, tu vois. Mais après, des lynx, forcément, c'est peut-être pas la rencontre que j'apprécierais faire. Ça m'angoisserait un petit peu, je t'avoue. Même plus que les loups. C'était peut-être des lynx, les 5 pères dieux qui te regardaient. Non, ça vit pas en meute. Là, justement, tu vois, meute. Alors, je pense que c'était des chevreuils ou un truc comme ça. Parce qu'en Hmm. meute, la nuit, fixe, je pense que ça doit être des chevaux. C'était pas des loups, on n'a pas de loups, nous, au-dessus. C'est une croyance populaire, après. Enfin, je sais qu'il y a des loups dans le Jura. Mais voir 5 loups comme ça au-dessus de chez moi, bon, j'y crois pas trop. Ça, c'était dans ma tête, tu vois. Sur le coup, je me suis dit, bon, si ça tombe, c'est des loups, donc j'ai même pas cherché à comprendre, je suis partie en courant. Puis je suis Hmm. repartie où il y avait des habitations. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. C'est des petits coups de, pour faire monter la pression, là. C'est des petits coups de cœur. Tu vois, c'est marrant parce que c'est la deuxième fois, là, la semaine dernière, j'ai publié un épisode avec Anouk Garnier, qui est championne du monde de course à Ouais, obstacles, j'ai pas écouté, mais je l'ai vu. et elle partage dans l'épisode qu'elle a, pendant une compétition aux États-Unis, elle avait rencontré un ours. Donc, tu Waouh! vois. Ah, ça, par contre, jamais pareil, jamais d'expérience, telle expérience. Ça a l'air des Ne me dis pas rencontres. ce qui s'est passé, j'écouterai. Chers auditeurs, je vous invite à aller écouter cet épisode, il était vraiment top. Euh, Mais tu sais, la montagne, à mon sens, elle est bien moins dangereuse, en tout cas la nuit, que la route, parce que la route, ils conduisent tous comme des fous ici, en tout cas ici et certainement ailleurs aussi. C'est beaucoup plus dangereux de courir sur la route la nuit que dans la montagne. Tu risques de te faire shooter à tous les virages et tout ça, tu vois. Donc, ils font pas attention, les conducteurs, ils sont pas attentifs. Même si t'as la frontale, enfin, hyper puissante, mise plein phare et tout ça, s'en foutent. Je pense que c'est moins dangereux de courir en montagne la nuit. En tout cas, à mon sens, encore une fois. Je me sens plus en sécurité, en tout cas, en montagne que sur la route. Même la journée, tu me diras, c'est la même chose. On n'est jamais à l'abri d'une voiture qui déraille, d'un conducteur ivre ou autre, quoi. Bah, c'est sûr que en montagne, tu vas être C'est pas le même un peu danger, plus après. maître.
tu vas être maître de ce qui se passe, quoi. C'est toi qui Oui et décide, non, quoi. hein, oui et non quand même, parce que si tu parles de la haute montagne, de toute façon, peu importe que ça soit moyenne ou haute, c'est toujours la montagne qui règne. C'est la montagne qui va décider. La montagne, elle t'a pas invité à venir. C'est toi qui t'invites chez elle. Donc si elle décide quelque chose, c'est elle qui va choisir la finalité de la chose. Tu vois, quand il y a des avalanches, des tempêtes et tout ça, c'est la montagne et c'est les éléments qui vont décider, c'est pas toi. Justement. Donc, Mais est-ce que il y a, tu crois pas qu'il y a moyen de contrôler ce risque? oui et non, oui, on garde une part de contrôle. Tu vois, moi j'habite en moyenne montagne. Je sais que c'est un choix. Je veux pas habiter en haute montagne parce que je pense qu'il y a plus de danger. Tout ce qui est crête, ravin, falaise, surtout enfin, mes craintes, le vertige et tout. Pourtant, tu vois, je fais du skyrunning quand je fais les trails La Mer est Belle chaque été. Je l'ai fait 4 fois, je reprends une 5e fois l'an prochain. Mais, mais la première fois que j'ai fait, j'avais des crises d'angoisse de fou. La deuxième année encore. La troisième, ça commençait à passer. Cette année, bah, j'ai géré. J'étais super contente, pas de crise d'angoisse. Mais c'est un exemple. Mais avec mon vestibulaire de merde, la haute montagne, c'est assez chaud quand même. Et puis après, je pense que, tu peux garder une part de contrôle sur les éléments, etc. Mais il y aura toujours le risque, quoi. Je pense que c'est la montagne qui aura toujours le dernier mot. Comme je t'ai Hmm. dit, elle choisit, enfin, elle choisit pas qu'on débarque et qu'on vienne chez elle, enfin, voilà. C'est toi qui vas choisir. Donc c'est elle qui aura le dernier mot. Je sais pas si mon langage est clair, j'ai un petit peu de mal à m'exprimer là-dessus. Je sais pas si tu Non, comprends ce que je veux dire. c'est très Mais clair. mais les aimants, enfin, quand tu regardes ici, en 3 secondes, tu peux passer du grand soleil. Je pense qu'en haute montagne, c'est pas mieux, quoi. C'est même encore plus impressionnant, justement, les changements de météo et tout ça. Tu passes du grand soleil, il y a la pluie diluvienne, la tempête en moins de 2, quoi. Là, t'as la brume, 2 minutes plus tard, t'as plus de brume du tout. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et je pense que en ça, t'as pas vraiment de part de contrôle. Après, tu fais attention. Tu surveilles les bulletins météo, les bulletins avalanche quand t'es en haute montagne et tout ça. Mais comme tous ceux qui font de l'alpinisme, moi, je fais pas tout ça, je peux pas le faire avec mon oreille. Mais il y a quand même un gros risque et ils le savent, hein. Après, ça fait partie du jeu et je pense que quand t'es conscient de tout ça, comment dire, tu sais qu'il y a le risque que tu passes entre guillemets d'une certaine façon, même si le risque est minime, il existe et ça fait partie de l'excitation, de l'adrénaline, de tout ce qui est pratique sportive à haut risque, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je. Non, Si, mais on si. part un peu là, tu sais. Non, mais c'est tout à fait l'esprit de ce podcast. De toute façon, on part sur des sujets. Mais après, je suis tellement bien en montagne que, tu vois, comme j'en avais discuté justement avec Stéphanie, qui a écrit ce chouette article sur le progrès, où j'expliquais que justement, on habite enfin, le monde actuel est tout le temps, tout va trop vite. C'est une société de surconsommation. Il faut toujours consommer plus les choses, les objets, le sport, enfin, les relations aussi. Tout ce qui est humain, il faut toujours consommer. On consomme toujours plus. Tout est dans l'immédiateté. Il faut toujours tout. Tu vois, on t'envoie un message, il faut que tu répondes tout de suite. Que ce soit sur Internet, que ce soit sur ton téléphone. Tu reçois un appel, il faut répondre tout de suite. Pour le boulot, c'est pareil. Et tout va trop vite. L'autre technologie, c'est la même chose. On passe souvent les téléphones, tu vois, Apple et tout ça, tout de suite, tout est obsolète. Les ordinateurs, tout est obsolète tout de suite. Il faut toujours passer au truc supérieur. En montagne, dans la nature, t'as pas tout ça. Et c'est ce que j'ai fui, tu vois, en rejoignant les montagnes du Jura. J'ai même déménagé parce que l'année dernière, on habitait au sein du village. Et donc, je suis passée au-dessus du village à 2 kilomètres et un petit 200 mètres de dénivelé au-dessus. Donc, on est vraiment dans le calme et la tranquillité, plus dans l'effervescence et le brouhaha du village. C'est très chouette, mais c'est pas ce qui me convient, tu vois. Moi, j'avais besoin vraiment de calme, d'être isolée, entre guillemets, dans la nature. Et là, je me retrouve en dehors de tout ce monde qui va beaucoup trop vite pour moi. J'ai besoin de prendre le temps, j'ai besoin de faire les choses. Et dans la montagne, j'ai ce calme que je recherche. Je suis vraiment en dehors et à l'extérieur de toute cette société qui est trop, qui devient trop, quoi, qui devient trop. Il y a plus de sens. J'ai l'impression que la plupart, en tout cas, la plupart des gens ne mettent plus de sens dans leur pratique, tu vois. Même lorsqu'ils courent, bon allez, on va aller courir un marathon et tout ça pour aller se comparer aux autres, tu vois. Se challenger, oui. Et puis il y a cette notion de dépassement de soi aussi. Bon, tu peux pas te dépasser toi-même. J'en parlais avec un copain, coucou Fred. J'en parlais avec un copain encore hier, avant-hier. Tu peux pas te dépasser de toi-même, tu vois. Tu vas aller chercher tes limites, oui, mais le dépassement de soi, c'est une notion encore vraiment pas particulière
Tu peux pas te dépasser toi-même. C'est du non-sens, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu cherches à faire quand tu vas courir un marathon? Tu vas aller te comparer forcément à d'autres chronos. Et tu vois, on est toujours, il y a tout est trop. Il y a tout dans le regard de l'autre aussi. Sur les réseaux sociaux, on est tout le temps en comparaison, à se comparer, à aller chercher l'approbation de l'autre, à se prendre en photo, les selfies, tout ça, lorsque tu fais des compétitions, lorsque tu fais des courses, que tu vas chercher ta médaille, ton truc, ton machin, pour te valoriser, te mettre en avant au regard des autres et toujours au regard des autres. J'ai l'impression que tout dans la société, au-delà de l'immédiateté, la surconsommation, la technologie et tout ça, tout passe à travers l'autre. Alors certes, l'homme est un animal social, mais quand tu cours, pourquoi tu cours? Quel sens tu mets lorsque tu cours? Est-ce que tu cours pour plaire aux autres, pour te comparer aux autres? Est-ce que tu cours pour toi-même, pour résoudre justement, comment dire, pour te sentir bien, tout simplement, pour te retrouver en paix avec toi-même, pour trouver la paix, pour te sentir libre. Moi, c'est pour cette raison-là que tu vois que je cours, pour être en paix avec moi-même, pour m'apaiser par rapport à mes démons, à tout ce que je trimballe dans mes casseroles, mes valises et tout ça, parce que forcément, lorsque je suis descendue dans le Jura, enfin, montée en altitude, mais descendue, hein, en termes nord, sud, est, tout ce que tu veux. Mais j'ai emmené mes valises avec moi, elles sont pas restées dans le nord. Et je pouvais pas les laisser dans le nord, tu vois. Mais mes démons sont toujours là. Mais bon, je suis en train de partir en cacahuète là, dans tous les sens. J'adore. Mais tout ça pour dire que lorsque tu cours, il faut que tu mettes du sens sur ta pratique et ne pas courir pour le regard des autres, pour attirer les autres. C'est pas, pour moi, c'est du non-sens, tu vois. Enfin voilà, enfin je suis partie en cacahuète là. Tu vois, ça c'est mon esprit en arborescence. J'ai passé par C, D, alpha, oméga, tout ce que tu veux pour aller de A à B. La défaut, ça c'est la pensée en arborescence quand t'es au potentiel et encore en plus lorsque t'as ton trouble statistique quoi. Tu vas pas de A à B en allant de A à B, tu vas passer par toutes les lettres de l'alphabet. Donc je suis désolée, voilà, on a dévié du sujet. Eh, mais Pardon. tu n'as pas à être désolé, c'était génial. Pardon. Alors, forcément, plusieurs, tu vois, ça c'est des réflexions que j'ai régulièrement, surtout avec cette présence que j'ai sur les réseaux sociaux, etc. Mais forcément, c'est des réflexions qui mûrissent, surtout avec tous ces échanges que j'ai sur le podcast. Forcément, c'est des sujets de conversation qui reviennent souvent. Malgré tout, j'ai envie de te challenger un petit peu. Tu vois, tu es maman, ton petit garçon a 10 ans. Comment est-ce que tu t'y prends pour le protéger de tout ça sans pour autant l'exclure parce que tu vois Les réseaux sociaux et tout ça? cette hyperconnexion que l'on a, tu peux pas couper quelqu'un de la société complètement. Ah non, non, Tu tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi, mais tu sais, au début, j'ai pas la télé à la maison. Donc, on a un ordinateur, il a une console et une Switch depuis un an, donc il y a le contrôle parental dessus, parce que les écrans sont contrôlés et que je veux pas qu'il en fasse trop. Mais au début, quand je l'autorisais, entre guillemets, à regarder des dessins animés à la maison, parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, euh, comment dire, ça fait partie de la socialisation si tu veux. À l'école, quand il était en maternelle, il parlait de ses héros entre guillemets, bon, il regardait Petit ours brun, tous les machins comme ça, enfin Zou le zèbre, Mouk, etc. Enfin plein de trucs comme ça, mais ça fait partie de la socialisation, donc à mon sens, il faut savoir doser tout simplement. Après, il est pas sur les réseaux sociaux, dans le sens, il est pas sur Facebook, etc. Il parle de ses jeux Switch à l'école avec ses copains. Tu sais, si j'avais pas mon petit garçon, j'ai mon petit garçon, zéro regret, j'ai fait un choix de vie, etc. Mais si j'avais pas mon petit garçon, je serais perchée sur une montagne toute seule en mode ermite, hein, avec mes chiens, mes chats. Ça, c'est une évidence. Maintenant, j'habite juste au-dessus du village. Pourquoi? Parce que mon fils a besoin de sa socialisation, a besoin de ses copains, a besoin d'aller partager avec ses copains, de faire ses sports. Enfin, voilà, il va à l'école, etc. Je fais pas l'école à la maison. Hein. Il n'est pas question que je fasse l'école à la maison, même si j'ai fait pendant le Covid. Tu vois, donc je sais que je peux pas le couper de toute cette société, mais je fais très attention quand même. J'essaie de pas le mettre sous cloche. J'essaie vraiment, c'est dur hein, de pas être une maman poule, hein, tu sais, de pas surprotéger tout ça. Mais en même temps, enfin, j'essaie de doser et c'est difficile parce qu'il faut trouver juste le milieu en fait, tout simplement. Puis il arrive à l'adolescence et puis à l'adolescence, je sais que ça va être peut-être très certainement encore plus compliqué à gérer au niveau social, quoi. Parce que là, ça va être le téléphone portable, il n'y en a pas pour l'instant. Et comme moi, j'en ai eu un, j'avais 18 ans, je pense, 18-19 ans, mais bon, c'était notre génération. Je pense que ce sera pas avant le collège, tu vois, il est en CM1, donc il a encore le temps. J'ai quand même envie de le préserver de tout ça, même si lui, il a des copains qui ont déjà des téléphones. Il n'est pas question qu'un gamin qui va avoir 10 ans, il a un téléphone portable maintenant, quoi.
En tout cas, à mon sens, il est hors de question. Même mon téléphone, il n'y touche pas de temps en temps pour regarder des dessins animés, tu sais, enfin voilà, mais ça reste rare, il touche pas à mon téléphone. Hmm. Voilà. Donc, ce que tu nous partages, en fait, c'est que tout est une question de mesure. Et surtout de ne pas banaliser les choses, de garder le contrôle. Malgré tout, en fait, quand on voit par exemple, si je compare avec ton année sportive, euh, c'est pas ce que tu montres quand tu fais 4 plus de Mais 100 c'est parce que miles. j'adore courir, parce que je fais beaucoup d'ultra, c'est ça? Est-ce que ça, Mais là, pour le j'adore coup, on est courir. raisonnable quand on fait ça? Euh, alors, comment dire? Ma pratique n'est pas, comment dire? Alors, certainement qu'elle est déraisonnée. Mais si tu veux, depuis que je suis ici, j'apprends à vivre. Avant, je vivais pas. Comme je t'ai dit, j'étais dans une prison. Et j'adore courir. J'adore passer du temps en montagne. Donc, l'ultra, c'est la cerise sur le gâteau, si tu veux. Et je cours tellement, je cours énormément, entre 200 et 250 km par semaine, je te compte pas le dénivelé. Je serai pas à 10 000 cette année, mais j'en serai proche, 10 000 km. J'ai dépassé les 300 000 de dénivelé. 300 000 des plus pour l'année déjà. Donc je sais pas exactement à combien j'en serai. Mais tu vois, là je t'en parle comme ça parce qu'on en parle. Mais c'est pas pour autant que je vais me valoriser sur les réseaux sociaux. Si les gens veulent suivre mes activités, il y a Strava. Donc sur Strava, je mets allez, 90% de mes activités sportives, je les mets sur Strava. Après, j'affiche rien, tout ça sur Facebook. Donc, euh, comment dire, tout le plaisir, je vais l'avoir à l'entraînement parce que j'adore ça. J'adore courir. C'est aussi simple que ça. Donc, faire des ultras, si tu veux, je suis en prépa entre guillemets toute l'année parce que je cours tout le temps. Je m'arrête jamais, je fais pas de pause, enfin, et qu'au final, comme je cours majoritairement sur les sentiers, quasiment exclusivement sur les sentiers, mon corps, les chocs sont différents. Enfin, tu connais le fait que de courir sur route, pardon, sur route, n'importe quoi. Sur route, pardon, sur route est extrêmement traumatisant pour les articulations. Hein. Coucou l'agneau Saint-Élion, n'est-ce pas? Avec son pourcentage de bitume, n'est-ce pas? Bon, j'ai fait un choix, j'assume, certes. Et donc, c'est très traumatisant pour les articulations, mais après, j'évite au maximum et je suis majoritairement sur les sentiers. Donc, l'ultra, c'est un mode de vie, tout simplement. On n'est pas dans le sport, c'est au-delà du sport, si tu veux. Je vis ultra, je pense ultra. Tu vois, là, tu me dis demain, mode, on va se faire 100, 150 bornes, je te dis oui direct, hein, je vais garder mon fils. Bon, là, c'est la partie la plus compliquée des choses, hein. On appelle ça la charge mentale. Mais, je te dis oui direct, et puis on va faire 150 bornes, hein, qui pleuve, qui vente, tout ce que tu veux, quoi, tu vois. C'est, quand il y avait la Covid, comme je te dis, j'ai fait des ultra off toute seule, en autonomie totale. J'ai fait, 140 bornes, là, sur le Grand Raid, du Morbihan toute seule. Avec un copain, on a fait 120 bornes dans les Ardennes. Coucou Benoît, n'est-ce pas? J'ai fait un 120 bornes, pareil, quand il y a eu le couvre-feu, en Belgique toute seule aussi, et je suis partie comme ça, avec mon sac de trail, me dépatouiller, quoi, sans prévenir personne. Donc, euh, les compétitions, c'est le plus, si tu veux. Et ça me permet aussi de courir en sécurité, de courir la nuit, de découvrir d'autres paysages, d'autres contrées, etc. que mon Jura, même si j'ai fait pas mal d'ultra ici aussi. Mais de courir en sécurité et puis d'avoir à minima une certaine assistance, c'est-à-dire le ravitaillement, etc. Donc c'est plus confortable, c'est certain. Mais après, je cours toujours sans assistance. J'ai toujours couru sans assistance. Mais voilà, donc c'est quand même une certaine garante d'une certaine sécurité quand tu cours un ultra, pardon, avec un dossard plutôt que toute seule dans ton coin. C'est sûr Mais qu'une fois je sais que que... l'année prochaine, si ça tombe, je vais en faire plus. Hein, je sais rien. Hein. Je sais pas, mais j'ai pas envie de freiner. Pourquoi freiner? On n'a qu'une vie, tu vois. Si un jour je peux plus courir et que je me blesse ou j'en sais rien, enfin, voilà, c'est tout. Ça fait partie de la vie du sportif. Je dis pas que je me réjouirais parce que l'année dernière j'ai fait une métatarsalgie. J'ai arrêté de courir pendant 2 semaines et demie et puis du jour au lendemain ça s'est guéri. C'était magique. Donc encore une fois, tu vois, c'est vraiment un mode de vie. Et puis comme je l'avais dit, je pense que ça a été évoqué dans l'article, mais en tout cas on en avait parlé avec Stéphanie, la journaliste. Je pense que le sportif, en tout cas l'être humain, peut façonner son corps comme il le souhaite, tant qu'il le souhaite, et garder en partie, en tout cas, le contrôle sur son corps. L'homme, il est fait pour courir depuis la nuit des temps. Les gamins, ils sont faits pour courir, qu'on dise pas, tu vas faire une petite rando de 5 km avec ton fils, il a 10 ans, bah c'est rien 5 km, hein. Tu peux faire 10 ou 20 km, tu vois. Évidemment, ça demande de l'entraînement, mais
L'homme, en général, l'enfant est fait pour courir depuis la nuit des temps. Il a toujours couru, il courait pour se nourrir toute la journée, il parcourait des milliers de kilomètres. Enfin, c'était un mode de vie avant. Maintenant, on vit dans une société sédentaire où on ne sait plus sortir. Majoritairement, en tout cas, les gens majoritairement ne savent plus sortir de leur zone de confort, ne savent plus aller voir ce qui se passe en dehors de leur canapé. Encore une fois, je parle majoritairement, tu vois, pas tout le monde. Il y en a qui savent encore sortir de leur zone de confort et je trouve ça magnifique. Il y en a qui vont chercher à se dépasser. Après, tu vois, il n'y a pas de petits défis. Tu peux faire un 5 km, tu peux faire un 10 km, c'est tout autant gratifiant qu'aller faire un ultra, tu vois. Mais l'homme est fait pour courir et tu peux vraiment façonner ton corps, tu peux contrôler ton corps, tu vas lui donner à manger, tu vas lui donner encore plus à manger, tu vas lui donner encore plus à manger. Si ça passe, eh ben ça passe quoi, et puis voilà. Et j'ai rien à déclarer de à ce niveau-là, tu vois. Mon année, elle a été géniale et vraiment l'année dernière après la métatarsalgie, je pensais que j'allais avoir du mal à redémarrer et puis finalement c'est reparti comme en 40 et puis j'ai fait une super année. Je dis pas que je suis à l'abri de toute blessure, je reste humaine, tu vois. Peut-être que j'ai des articulations, j'en sais rien du tout. Mais on a vraiment qu'une vie, j'ai envie de profiter à fond, de me faire plaisir et voilà. Donc oui, après je suis pas à faire des ultras tous les week-ends, hein. Si tu regardes bien, j'ai fait plus de 100 miles cette année. Après, je fais quelques 100, quelques 80, quelques 50, et puis plein de petites courses de 30, 20, un 10 aussi pour faire de la vitesse, pour l'adrénaline, tu vois. Mais je pense à Claire, coucou Claire, qui fait un ultra par week-end par moment. C'est pas tout à fait la même pratique. Moi, je vais m'entraîner à fond la semaine parce que j'adore ça, mais je fais pas un ultra par week-end. Je préserve quand même mon corps aussi, tu vois. Tu vois, là, juste avant l'Agneau Saint-Élion, le dernier gros ultra que j'avais fait, c'était l'ultra d'Auvergne, donc c'était 2 mois avant. Et avant l'ultra d'Auvergne, c'était l'Infernal des Vosges, qui était 1 mois avant l'Auvergne. Donc c'était pas non plus un par week-end, tu vois. Certes, ça fait beaucoup si tu écoutes les spécialistes, évidemment, écoutons les spécialistes, il faut, alors j'ai fait un 222 km. Tu sais que maintenant je récupère en 222 jours, parce qu'il faut compter un jour par kilomètre. Donc voilà, écoutons les spécialistes. Mais je pense que chacun est différent, chacun récupère de façon différente. J'ai mes pratiques, j'ai mes façons de faire. Moi, ça me convient, ça conviendra certainement pas à d'autres. L'important, c'est d'apprendre à se connaître, et puis après, de façonner ton corps comme quand t'as envie de le façonner, quoi. Je sais pas, en tout cas, moi, ça marche pour moi. Je sais pas que ça va marcher pour tout le monde, hein. Mais bon, je pense que quand t'as l'envie, le mental et tout, ça se travaille aussi. Tu peux faire des choses formidables avec le corps. Il est formidable et il faut croire en le corps, tout simplement. Ça Attends, fait percher quand même, mon discours. est-ce est-ce que tu as déjà réfléchi à pourquoi être allé sur l'ultra? Pourquoi avoir fait le choix d'augmenter les distances plutôt que d'augmenter les performances? Alors tout à l'heure, tu nous partageais que se comparer aux autres, c'était pas quelque chose qui t'intéressait, mais certains aiment Je suis quand juste même une augmenter challengeuse, leur hein. certains aiment juste augmenter leur chrono sur une distance. Pourquoi toi, tu as fait le choix d'augmenter justement les distances? Bah, moi, j'augmente les distances. Après, je t'avoue que je suis pas non plus pour, entre guillemets, me tourner les pouces quand je suis sur un ultra aussi. J'aime bien me challenger. Je reste une challengeuse aussi, hein. Faut pas se leurrer là-dessus. Donc, mais c'est avant tout pour moi, tout simplement. Je suis tombée dedans, ne me demande même pas comment. En 2019, j'ai un copain qui m'a dit coucou François, il s'appelle François aussi. Il habite dans le Nord. C'est quelqu'un de bien là. Saint-Bornard. Ah oui, c'est quelqu'un de là. C'est quelqu'un de très très chouette d'ailleurs. C'est un Saint-Bornard et donc il m'a dit écoute moi qu'est-ce que t'en penses? On va se faire le marathon puis après on se fait le 100 km, un 100 km route. J'ai dit non mais t'es pas bien, moi je veux pas chez les fous là, je veux pas courir 100 km, hein, t'es malade. Encore plus sur la route. Puis j'avais jamais fait de marathon. Je crois que le plus que j'avais fait c'était un semi, 30 km à l'entraînement, pas plus. Et puis finalement, bah écoute, j'ai fait le marathon, puis 2 semaines après, je faisais 100 km de stand-back. En 10 heures, c'était bouclé, et c'était mon premier 100. Je l'ai gagné, d'ailleurs, j'étais super contente. C'est ma petite fierté personnelle. Et bon, j'avais pas beaucoup de concurrence à ce niveau-là aussi, parce que bon, 10 heures, bon, ça reste bien, quoi. C'est un bon chrono, mais c'est pas non plus... je vais pas aller côtoyer Florian Hott et compagnie, tu vois, qui sont des performeuses sur ce genre de format, évidemment, mais... et donc en fait, je suis tombée dedans parce que je me suis dit bah tiens pourquoi pas en fait finalement peut-être qu'on va aller voir ce qui se passe chez les fous, hein. Et donc 100 km route et puis après bah, je suis tombée dedans quoi. Tu tombes dans la marmite. La route, j'ai fait les championnats de France à Amiens en 2019, pareil.
J'avais fait 9h, 9h56, un truc comme ça, je crois. Ensuite, j'ai enchaîné, j'ai commencé les ultras, donc en off avec Benoît, un copain dans la Zordan, quand on a fait notre 120, là. Et ensuite, l'ultra 01, 3 fois l'ultra 01. Et puis voilà, mais je suis tombée dedans, ça, en fait, c'est venu naturellement. J'ai couru de plus en plus, je courais déjà beaucoup dans le nord, et depuis que je suis en montagne, je fais énormément de dénivelé, j'adore grimper, j'adore ça, tu vois, donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu naturellement. C'est pas calculé de ma part, si tu veux. Et en même temps, j'ai un plaisir dingue sur les longues distances. T'attends de gérer ta course et je trouve ça beaucoup moins violent que tout ce qui est intensité. Et sur le format, même le marathon, je trouve ça très très violent pour le corps, beaucoup plus violent pour le cours. Tu sais, quand j'ai fait le trail d'Arbois, là, coucou Laurent d'ailleurs, merci pour l'invitation. Donc j'ai fait le trail d'Arbois, c'était précisément 11,5 km avec 200 de dénivelé et j'ai fait 50 minutes. Donc ça me faisait courir en 4,20. Mais j'étais fracassée après. Alors que c'était un peu plus de 10 bornes, tu vois. C'était le 26 novembre, une semaine avant la Saint-Élion. J'étais vraiment fracassée. J'avais mal aux ischios, j'avais mal partout. Alors que j'avais même pas couru 1 heure en intensité. Et je trouve ça beaucoup plus violent que courir un ultra. Un ultra, je récupère beaucoup plus facilement qu'une séance d'intensité. Curieusement. Donc voilà. Donc Ouais, je c'est ce suis que tombée c'est que- dedans. C'est un truc qui s'est fait naturellement, qui est pas calculé. Par contre, tu me parles d'augmenter les distances et tout. Je fais quand même, comme je t'ai dit, je reste aux Challengers je suis pas là pour me tourner les pouces non plus, quoi. Je vais quand même aller chercher le podium sur les ultras, etc. Après, je fais pas des ultras très roulants, on va dire. Hein. Je suis pas sur les Chapéban non plus, mais bon, quand tu fais l'infernal des Vosges dans la tempête, tu tapes un bon morceau avec les 10 500 de dénivelé, surtout quand tu te prends des piscines de flotte sur la tronche, avec le vent à je ne sais combien de kilomètres heure. Je trouve que c'était super dur, mais moi, je me suis éclatée. Il est où le plaisir là? Écoute, je crois que c'est une espèce de combinaison avec la douleur. Je sais pas, tu te sens. C'est une espèce d'osmose avec les éléments, tu te sens vivant en fait, tout simplement. Enfin, moi en tout cas, c'est ça. Même, tu vois, là, hier, j'ai été marcher, vu que je courais pas, c'était mon jour off. J'ai été marcher 3 heures, c'était la tempête, on se prenait des piscines d'eau et tout, et ça m'a pas gêné pour autant, tu vois. Enfin, sauf quand je rentre, après, c'est pas super agréable. Mais voilà, enfin, ça m'a pas gêné pourtant. Moi, je suis dans mon truc, je suis à ma place, tout simplement. Je me sens à ma place, je me sens vivante. C'est comme ça. Je sais pas comment te le dire autrement, je me sens vivante. Non, Non mais mais tout prend sens, tu vois. Enfin, les je- gens aujourd'hui, ça peut regarder ce qui se passe autour d'eux, ils sont intéressés par tout le côté matériel. Je dis pas que je suis pas matérialiste, hein, parce que tu vois, j'ai fait de la musique, je fais plus de 5000 disques à la maison, j'ai du matos, j'ai des milliers de bouquins parce qu'on lit beaucoup quand on est ici, quoi. Enfin, mon fils, moi, on lit énormément. Mais voilà, enfin, la nature, c'est quand même quelque chose, quoi. Elle est là, elle est toujours là. Et puis la nature, elle est fidèle aussi, elle sera toujours là. Elle se barre pas. C'est comme les chiens, d'ailleurs. Et les humains, ça, c'est autre chose, hein. Petit parenthèse. Ah non, 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 mais je te dis que, je t'avoue que... Alors en plus, quand t'es aspergé, d'ailleurs, les relations sociales sont très compliquées et la vie sociale est très compliquée. Ça, je précise, je te l'ai pas dit tout à l'heure. Au-delà des angoisses, il y a le fait que je vais certainement choquer quelqu'un à dire ça, je m'emmerde en société. Je suis désolée de le dire, avec les gens qui sont avec qui j'ai pas d'affinité ou alors qui sont pas du tout, mais pas du tout câblés comme moi, tu vois, avec qui il y a pas de lien, avec qui il y a pas de connexion, il y a pas de sens, mais je m'emmerde. Et je n'y arrive pas. Et c'est pour ça aussi que je fuis le village parce que voilà, mais je suis câblée comme ça. Encore une fois, même si j'essaie de faire des efforts et tout ça, tu vois, très souvent ça passe pas parce que voilà, parce que les gens ne me comprennent pas et que j'arrive pas à me faire comprendre, que j'arrive pas oui, c'est ça, j'arrive pas à me faire comprendre. En courant, je fais tout ce monde-là, tu vois. c'est étonnant parce que tu vois, moi je te comprends très bien là. Et je suis une grande timide, hein, attention, faut pas croire. Là, tu vois, je suis sous mon casque, je suis en train de t'écouter et tout ça, on n'est pas en face à face. Tu vois pas que je suis rouge écarlate parce que je suis en train de rougir. Je suis une grande timide. On ne dirait pas, mais si. Faut Et vraiment que vas-y, j'ajoute, faut excuse-moi. vraiment que j'ajoute la vidéo. Hein. Non, D'accord. c'est ce que t'allais dire, je peux pas savoir ta place, pardon. Mais je t'ai coupé, pardon. Jusqu'où tu penses que tu peux aller? Parce que là, tu vois, tu nous as Dans la course à partagé, pied, ouais, dans ma pratique ultra, ouais, jusqu'où? je ne sais Ça pas. s'arrête quand? Je pense que C'est ça que s'arrête jamais. Tu veux vraiment savoir? Je pense que ça s'arrête jamais. J'ai pas envie de me faire, tu sais, il y a un 1000 kills et tous les machins sur route comme ça m'intéresse pas.
Par contre, comme j'ai mentionné dans l'article, ce que j'aimerais faire dans 1 an, voire 2, si j'arrive pas à m'organiser, à réunir les fonds et tout pour ça, c'est faire les 400 kilomètres de montagne du Jura. Il y a un peu plus de 400, je crois que c'est 405 avec 12 500 de dénivelé. Il y a personne qui l'a fait, ou en tout cas pas à ma connaissance, pas de filles, pas de garçons. Il y a Stéphane qui l'a fait aussi, la GTJ, donc la grande traversée du Jura, mais le petit format, ça doit être 185. Christophe Le Sceau aussi. Donc Stéphane Brognard et Christophe Le Sceau, c'est Christophe qui les tient encore. Mais n'ont pas fait C'est la grande. c'est à mon programme de l'année prochaine. Ouais, c'est ça, mais le faire en autonomie totale, donc en solo. Euh, je ne sais pas. Je sais pas, parce que tu sais, il y a tout ce qui est la suspic et tout ça, ça me branche comme course. Mais alors j'ai 2 problèmes. J'ai 2 problèmes sur ces courses-là, c'est que j'ai vertige. Première chose, donc j'ai vraiment un vertige de fou. Alors sur mes belles, sur les crêtes et tout ça, j'arrive à gérer. Mais avec la fatigue sur 360 bornes, est-ce que je vais arriver à gérer le vertige sur les crêtes? Ça, je ne sais pas. Est-ce que je vais pas plutôt me mettre en danger? Comme sur le Tour des Géants, t'as quand même des passages engagés, tu vois. Très engagés. Les montagnes du Jura, ça reste plus gentil, même si t'as des passages engagés aussi, ça reste un peu plus gentil que la Swiss Peak, tu vois. Que les Alpes françaises, etc. Et le deuxième problème, c'est que quand je cours en ultra, je ne sais pas m'asseoir, je ne sais pas m'allonger et je ne sais pas dormir. Pour l'instant, en tout cas. Quand j'ai fait les Vosges, j'ai pas dormi une seconde. Je me suis pas allongée, je me suis pas assise pendant 44 heures. C'est C'est ça. incroyable ça. Même pour me changer, même pour me ravitailler et quoi que ce soit, je ne me suis jamais assise parce que j'ai toujours la crainte de ne pas savoir me relever. Quand j'ai fait la Réunion Saint-Élion, il y avait pas de matelas là-bas, donc je me suis allongée sur le béton genre 10 minutes, je me suis relevée parce que j'avais mal partout, que j'arrivais même plus à me relever, tu vois. Et parce que je suis pas capable de dormir. Maintenant, j'ai réussi à enchaîner, le départ était à minuit, le jeudi soir, la nuit du jeudi au vendredi. J'ai fait 2 nuits, plus commencer le début de la troisième sans dormir. Donc ça passe. Presque avec une troisième, ça passera. Je pense qu'il faut que j'apprenne à dormir. Donc ça, c'est encore autre chose pour les 400 kilomètres. Je sais pas comment je vais gérer ça. Faut que j'y réfléchisse. Faut que je fasse des tests. Et pour ça, avoir un dossard, c'est bien. Parce que ça te garantit c'est garant d'une certaine sécurité, encore une fois, tu vois. Pour rien t'arriver, c'est un dossard. Enfin, c'est plus sécure que courir toute seule dans la montagne avec 2 nuits d'or, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai uniquement sur les ultras. Je veux dire, au quotidien, tu dors correctement, ou t'es une petite dormeuse déjà aussi de base. Je dors entre 7 et 7h30 par nuit. Ouais, donc normal quoi. Ouais, normal. J'essaie de faire des siestes de 15-20 minutes, 1 à 2 fois par jour. J'essaye. Quand je trouve le temps, parce que les journées ne font que 24 heures. C'est un peu compliqué. Et puis, j'ai 2 poilus qui demandent énormément d'énergie et de temps. Mais, ouais, sinon, je suis, enfin, j'ai besoin de sommeil quand même, hein. Je t'avoue que quand je peux dormir 9 heures de suite, je vais dormir 9 heures de suite. Exemple, le week-end ou des trucs comme ça, quand il n'y a pas de course. Et je ne fais pas de croix sur les relatives grasses matinées, parce qu'il y a toujours des poilus à sortir, n'est-ce pas? Mais je ne fais pas de croix sur le relative grasse matinée le dimanche quand il n'y a pas de course. De temps en temps, c'est fort appréciable. Pour mon fils aussi, d'ailleurs. Savoir qu'il n'y a pas de compétition, faut pas se lever, faut pas partir en week-end, faut pas machin. C'est quand même appréciable, je vais pas te dire le contraire. Mais alors, pendant 44 heures, il y a bien un moment où t'as Tu me envie de sens très. t'écrouler quoi. Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, alors c'était quand ça? Je vais te dire ça. La deuxième nuit, il y a vraiment eu un passage sur un tronçon de 20 kilomètres où j'étais vraiment fatiguée, j'arrêtais pas de baigner. Et puis en fait, le jour s'est levé et puis c'est revenu. La niaque est revenue, j'ai bu un café et puis ça t'est reparti. Donc, le corps formidable, encore une fois, je pense que le corps s'adapte. Et qu'au fur et à mesure des ultras, tu engranges de l'expérience, tu engranges des stratégies, davantage de rigueur, des protocoles de course, etc. Donc tu sais ce qui te fait du bien, tu sais ce qui te fait moins de bien, tout est plus ou moins calculé, et puis encore une fois, le corps s'adapte merveilleusement bien, plus qu'on ne pense. Après, peut-être que j'ai des facultés hors normes, entre guillemets, je ne sais pas, je veux pas me comparer aux autres par rapport à ça, tu vois. Mais là, la Lyon-Saint-Élion, c'était qu'une nuit, tu vois. C'était la première fois que je prenais le départ d'un ultra, enfin, ultra relatif, parce que même si ça reste sur route, ça reste un ultra en partie sur route en tout cas, à 9 heures le matin. Donc le samedi, c'était le départ à 9 heures du matin. Donc en fait, quand je suis arrivée à 19 heures 10 heures plus tard, j'étais fraîche, tu vois. J'étais prête à repartir et j'appréhendais surtout de repartir 4 heures plus tard parce qu'il fallait mettre le corps au repos. Et donc la nuit, ça s'est super bien passé. Quand je suis arrivée, j'étais fraîche entre guillemets parce que j'avais passé qu'une nuit dehors. Il n'y a pas un seul moment où j'ai eu envie de dormir.
Contrairement à ceux qui justement faisaient la Saint-Élion, ils sont pas forcément habitués à courir de nuit, tu vois. Mais après, ouais, sur l'Infernal des Vosges, il y a un tronçon de 20 km où j'étais vraiment fatiguée, j'avais vraiment envie de dormir. Il n'était pas question que je m'allonge sur le sentier comme certains font. Ça, Pourquoi? bah, on se prenait des cuves d'eau sur la tronche, hein. Ah, oui, C'était bon un petit peu argument. compliqué. Ah non, 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 mais là, c'est vraiment compliqué. Et puis j'ai besoin de rester dans la dynamique. Avance, tu avances, et puis c'est tout. Tu avances. Rester lucide, avancer, avancer. Mais vraiment, après, avec la fatigue, t'as des hallucinations. T'as peut-être vu un truc de Patrick Montagne. Coucou Patrick, merci pour ta bienveillance. T'as peut-être vu un truc de Patrick qui passait. Il y a une vidéo de l'Infernal de moi, justement, je parle de salut. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo. Non, j'ai pas vu Patrick Montel? Ouais. Non, Il j'ai pas était vu. là sur l'Infernal, il a filmé mon arrivée, il m'a suivi sur tout le parcours, c'était top d'ailleurs. Il est très touchant, un super présentateur, un super intervieweur, hyper touchant, et très bienveillant. Et donc je parlais des saluts Il parce est que passé sur le podcast, Patrick. ah, Donc un épisode aussi qui était très chouette que je vous invite à écouter. mais j'écouterai. Ouais. Mais donc il était là et puis il a suivi mon épopée et quand je parlais des hallucinations. Enfin, ça faisait sourire, j'ai vu les réactions des gens et tout ça, qui disaient, mais elle est droguée, quoi. On dirait qu'elle sort de club et tout ça, mais non, ça n'a rien à voir. Je l'ai vu, moi, les effets de la drogue. Enfin, j'ai vu les ravages quand j'étais dans le monde de la nuit et tout ça. Je n'ai jamais pris néanmoins, mais voilà, enfin, j'ai vu les ravages de tout ça, ça n'a rien à voir. Les hallucinations, quand tu sais que tu peux en avoir, que tu peux les contrôler, tout simplement. Tu les laisses, tu les dépasses, tu les mets de côté, et tu fais avec. Simplement, il faut s'habituer, il faut pas prendre peur, parce que c'est pire que mieux. Mais après, on s'habitue, quoi, tu vois. Je sais que je vais avoir des allus à partir de 24 heures de course à 2h30 dehors, généralement, j'ai des hallucinations tout le temps, quasiment. Ça va être des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles. Et c'est là que la fatigue, effectivement, pardon, peut jouer des tours. Et que c'est ce que je crains sur un 360 en haute montagne, ça peut devenir dangereux. C'est ça. C'est ça Donc la c'est pour difficulté ça des aussi que hallucinations. voilà. Donc dans les Vosges et tout, j'ai très bien géré mes allus et ça s'est très bien passé, pas de problème. Par contre, j'en ai vraiment eu jusqu'à la fin de la deuxième partie de la course. J'avoue que quand t'entends des trucs partout, c'est un truc de fou, quoi. C'est impressionnant. Mais il faut savoir faire la différence, faut rester lucide. Mais c'est dur, ça s'apprend. Donc ça, encore une fois, c'est avec l'expérience, quoi, tu vois. Et d'où elle te vient cette persévérance, cette résilience que tu as? Ça, je pense que c'est le bagage de vie, non? C'est certainement ça. Enfin, je suis tombée 150 fois peut-être, même beaucoup plus, et je me suis toujours relevée. Donc, je dis pas que ça a été facile, hein, mais si tu veux des exemples, quand j'étais gamine, j'ai fait 2 anorexie, donc les troubles du comportement alimentaire, bien connus chez les coureurs et les coureuses notamment. Euh, j'ai eu, j'ai un gros bagage aussi. Ben, il y a eu tout ce qui est malformation d'oreille, Asperger et tout ça, et mon burn-out. Et puis j'ai un gros bagage aussi du côté des violences, donc violences sexuelles, abus sexuels. Je vais passer les détails parce que c'est vraiment glauque. Violence physique aussi, j'ai failli passer plusieurs fois. J'ai des souvenirs atroces. Et j'en rêve encore tellement c'était atroce. Donc tout ça, quand j'habitais dans le Nord, c'est aussi pour ça que je suis partie, parce que je pouvais plus me retrouver face à des fantômes et à mes démons là-bas, dans les rues que je côtoyais et les gens que je côtoyais, enfin tous les jours, tu vois, les rues que je parcourais, les gens que je côtoyais tous les jours. Donc je me suis toujours relevée. Je sais pas, je pense que je sais pas, je sais pas t'expliquer. Je me suis fait plusieurs fois accompagner dans ma vie, hein. J'ai fait des petits bouts de thérapie par-ci par-là, tu sais, pour justement régler mes comptes avec mes démons et tout ça, mais il a toujours fallu avancer. Et puis le départ du père de mon fils, quand il est parti à 2 mois de grossesse, il est jamais revenu, donc voilà. Donc ça, je pense que je te l'ai dit tout à l'heure déjà. Mmh. Mais voilà, ce sont des choses qui fait que il y a toujours des trucs, il y a toujours des bâtons dans la roue, et je sais que chacun vit avec ses démons. On a tous un sacré chemin de croix, je pense. Je pense qu'on vit tous avec sa croix. On a tous des trucs dans nos vies qui ont été atroces, très certainement, certains plus que d'autres. Après, Mmh. j'ai la chance de pas habiter dans un pays en guerre, tu vois, donc bon, je relativise aussi. Mais il est certain que, en tout cas, quand je suis tombée enceinte de mon petit garçon, j'étais à 2 doigts de me flinguer, je te le dis clairement, hein. Ça peut paraître insensé et tout ça, hein, je le dis avec
pas avec parcimonie, mais d'un air détaché aujourd'hui, parce que j'en suis consciente, mais voilà, enfin, quand je suis tombée enceinte, j'étais pas bien, j'étais plus heureuse dans ma vie, etc., etc. Et mon petit garçon, ça a été ma force à ce moment-là, ça a fait que ça a été, comment dire, les voiles, le mât du bateau, tu vois, pour que je tienne debout et que je reprenne le contrôle du bateau, et que, voilà. Donc merci mon petit garçon, merci Simon, ça c'est une évidence, et c'est grâce à mon fils que je tiens toujours debout aujourd'hui, ça c'est certain. Donc avant mon petit garçon, j'avais la musique qui me tenait debout. Puis après, il y a eu mon petit garçon, et en plus de mon petit garçon, il y a eu la découverte de la montagne, la redécouverte de la montagne, il y a eu Méribel, il y a eu cette révélation-là, justement, courir à Méribel, courir dans notre montagne, parce que j'y étais pas partie depuis plus de 20 ans. Il y a eu cette évidence-là, que ma place était ici, elle était ici, au cœur des montagnes, tu vois. Donc ma force, maintenant, je la trouve en mon fils, et puis dans la course en montagne, tout simplement. Est-ce que tu dirais que tu as survécu grâce au sport? C'est une vaste question. Je dirais pas survivre. C'est quand même c'est un mot fort, hein, survivre. Je dirais que le sport est un manque, enfin, c'est même pas assez au-delà du sport, comme je t'ai dit, l'ultra, c'est un mode de vie, donc l'ultra manque. C'est un ancrage, en fait, tout simplement. C'est pas une question de survie, ça donne du sens, ça met du sens, ça me met du sens à pourquoi je suis ici, tout simplement, tu vois. Le mot survie est quand même très fort. S'il y en a un Trop. qui m'a fait survivre, c'est mon petit garçon. Parce que si mon petit garçon n'était pas là, je pense que j'aurais pas redécouvert le sport. Il y a plein de choses que j'aurais pas faites. Je serais pas dans les montagnes, tu vois. Enfin, tout ça. C'est peut-être pas le sport, mais le sport, ça fait partie de ma vie. Et maintenant, je me pose même plus la question. Il est certain qu'aujourd'hui, j'envisage pas ma vie sans sport. Je sais pas ce que serait ma vie si j'avais plus de jambes. J'ai la chance fabuleuse d'avoir des jambes qui fonctionnent. Tu vois, enfin, je suis pas handicapée dans un fauteuil, etc. J'ai une chance dingue, quoi. Donc, je savoure cette chance pleinement tous les jours. Et je suis chanceuse pour ça. Je sais pas si je réponds à ta question, mais je trouve que le mot survie est quand même un mot très très fort. Alors oui, j'ai toujours, des fois, même souvent, j'ai l'impression de survivre parce qu'économiquement, quand t'es toute seule avec un gamin dans le monde actuel, que t'es en reconversion professionnelle, etc., c'est très 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 dur, tu vois. Donc oui, en ce terme-là, le sport m'aide à survivre, mais sinon, au sens la vie en général, le sport fait partie de ma vie, donc voilà. Je sais Hmm. pas si je suis claire. Si, Si je si, réponds c'est à ta très clair. question. Je te laisse parler et dérouler parce que des fois, quand je laisse un petit blanc, hop, tu rajoutes des informations qui sont géniales. Donc, Bon, si ça le fait, tant mieux. Euh, non, en fait, je te pose la question parce que tu vois, à écouter ton parcours de vie, ça fait sens avec une série d'épisodes que je suis en train de préparer sur toutes ces personnes qui ont vécu des drames de Mais vie et je qui pense se que sont servis du sport pour. ouais, tu avais fait une recherche sur Facebook, non? Je crois que j'ai vu passer un truc comme ça. Exactement, Voilà. exactement. Est-ce que tu as survécu? Mais je trouve vraiment encore une fois que le mot survivre, grâce au sport est un mot très très fort. Moi, je dirais plutôt que le sport est un mode de vie. Voilà. Le Hmm. sport, mon mode de vie, c'est ma vie aujourd'hui, tu vois. C'est ce que je choisis en tout cas, c'est ce qui me rend bien dans ma vie, c'est ce qui m'ancre, c'est ce qui me rend heureuse, c'est ce qui me permet de m'épanouir. Voilà, enfin, c'est en montagne, à courir en montagne, c'est ce qui me rend heureuse, quoi. Et quand ça devient dur en ultra, à quoi tu penses? Mon fils, j'ai envie de retrouver mon fils, j'ai envie de faire une belle perf aussi pour mon fils, tu vois, de dire bon bah maman elle est montée sur le podium et puis je vois les petites étoiles dans les yeux de mon fils, que mon petit garçon soit fier de moi aussi, tu vois. C'est surtout ça, c'est retrouver mon petit garçon. Après, tu sais, tu t'avances au kilomètre par kilomètre, tu décomptes tes kilomètres, t'es centré sur toi vraiment, et c'est ce que j'évoquais aussi quand on ultra. C'est que j'ai plus la charge mentale du quotidien, j'ai plus l'organisation, j'ai plus à me dire je dois aller chercher mon petit garçon, je dois sortir mes chiens, etc. Je suis centrée sur moi exclusivement et que sur moi. Donc c'est mon plaisir à moi, c'est être très égoïste peut-être, très certainement, mais j'ai plus tout ce qui est la contrainte du quotidien en fait, la contrainte de la vie de maman solo au quotidien. Et du coup, c'est généralement ça devient dur, oui, mais ça passe parce que généralement c'est vraiment que du plaisir. Même dans la souffrance, je vais aller prendre du plaisir. La souffrance est liée au plaisir. Enfin,
c'est le plaisir est corrélé à la souffrance est corrélée au plaisir en ultra, c'est quand même vraiment particulier. Et puis tu apprends à faire abstraction justement des douleurs, tu les ranges dans des cases, tu les mets dans ta tête, et puis tu les ressors plus tard, tu te dis, ah, ouais, j'en ai quand même bien chié sur cette ultra-là. Mais sur le coup, tu vois, quand j'étais dans la tempête, au sommet du Dremont, je me souviens, avec les bénévoles, des bénévoles fabuleux, je me suis laissée porter par l'énergie collective. Puis il fallait ressortir dans la tempête, j'étais toute seule. Les autres gars qui voulaient pas repartir avec moi parce qu'ils voulaient se poser, ils voulaient rester au chaud, au ravito. Moi, j'étais sur les crêtes, là. Mais une tempête de fou, quoi. Mais une tempête, mais de fou, complètement. Et puis, je suis repartie et tu hurles, quoi. Tu peux hurler, il y a personne qui va t'entendre, mais là, tu te sens vivant et tu mets du sens. T'es dans les éléments, t'es au cœur des éléments, tu braves les éléments, tout ce que tu veux. Ils vont pas te débattre de la roue, mais tu iras au bout. Donc, c'est vraiment particulier et c'est avancer, c'est penser à aboutir. Hmm. Je vois très bien de quoi tu parles. Je l'ai vécu ça en Corse, sur les crêtes, tempête, pareil. Donc je vois très bien la sensation que tu décris, cette liberté malgré les éléments qui te C'est ça. mettent des espèces de disquettes dans les roues là. Euh, C'est ça, c'est être libre. Tu es libre de tout. Tu es libre. Même si t'es au cœur de la tempête et tout ça, t'es sur un ultra, t'es dans la forêt, t'es en montagne, peu importe la distance, t'es libre. En tout cas, à mon sens. Est-ce que la découverte a une part importante pour toi dans ta pratique d'ultra? Oui, j'adore ça. Enfin, tu vois, quand je suis partie dans les Vosges, j'avais jamais couru dans les Vosges. J'y avais été quand j'étais gamine, j'avais 13-14 ans avec mes parents, et puis on avait fait du ski de fond. Mais oui, oui. J'ai cette soif de découverte. Après, j'ai pas nécessairement pas envie ni besoin de partir à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé quand j'ai fait notre pratique musicale, tu vois, en Asie, en Afrique, en Europe. Maintenant, je pense qu'en France, on a énormément de trésors. Il suffit d'ouvrir les yeux, tout simplement. Et pas forcément de partir même dans ces régions à soi. Il y a toujours des sentiers à découvrir, tu vois, même encore aujourd'hui, dans mon Jura, à côté de la maison, je suis tout le temps en train de découvrir de nouveaux sentiers. Je pars sans carte, avec juste ma montre, et puis voilà. Maintenant, chez mes chiens, c'est un peu plus compliqué parce que bon, je cours avec un par un, je les prends pas à deux parce que quand ils sont jeunes, ils sont un peu insupportables. Donc, je suis moins à la découverte des sentiers, j'ai plus des itinéraires rodés. Mais dans la pratique de l'ultra, oui, je suis, même si j'ai fait, comme par exemple 3 fois l'ultra 01, c'est toujours cette soif-là de découverte. Et en France, vraiment, encore une fois, on a plein de trésors à découvrir. Dans les montagnes, partout ailleurs, à la mer, enfin en Bretagne, tu vois, par chez toi et tout ça, il y a des coins magnifiques, quoi. Voilà, je pense il y a plein de trucs ici à faire et c'est ce qui anime aussi cette quête de soi, cette quête d'un ultra. Ouais, je te posais la question justement parce que j'ai vu que tu étais venu faire l'Ultra Tour des Côtes d'Armor en 2020. Ouais, oh, c'était magnifique, ce granit rose. Ah là non, Je l'ai fait en ouais, off, ce c'est vrai. trail. Ouais. C'était juste avant la Covid, il me semble, 2020, février Mm. 2020, c'est ça? C'est ça, c'était un des derniers Ouais, ouais, bah, qui avait pu avoir lieu. Ouais. ouais, c'était ça, c'était magnifique. Mais j'adore la Bretagne, tu sais, jusqu'à avant de m'installer ici dans le Jura, pendant 5-6 ans, tous les étés, je louais un truc en Bretagne, côté de la presqu'île de Crozon et tout ça. Begmail, pas du côté des milliardaires, hein, tu sais, mais j'avais mon petit appart dans une plage sauvage avec mon fils et c'était génial. Et si je retournais à la mer et tout ça, c'est la Bretagne, j'adore la Bretagne. Très longtemps, pendant un an ou deux, je me suis posé la question, est-ce que je partirais pas en Bretagne plutôt que dans les montagnes? Puis finalement, j'ai choisi une montagne, j'ai aucun regret. Et j'aime beaucoup la Bretagne, je trouve ça magnifique. Je connais très bien cet endroit que tu décris, c'est là que j'habite. Donc, Ouais. Mais c'est magique, quoi. Enfin, le sentier des douaniers et tout ça, ça a aussi son charme, hein. Tout autant que la montagne, c'est tout simplement différent. On peut épuiser aussi une force dingue et être énormément de plaisir à se ressourcer là-bas. Sachant que hmm. toi, t'habites aussi dans ton petit coin de paradis, toi. Ah oh oui. Chacun son paradis, j'ai envie de dire. Mais donc je suis fervent supporter de la Bretagne et je travaille à sa popularité. Mais j'adore aussi la montagne et je me verrai pas une année sans y venir. Ouais, Ça, c'est évident, bien sûr. Non, ça, t'as raison, on a des coins quand même magnifiques. En France, on ouais. a quand même une chance incroyable. Bah, mes parents souhaitent s'installer justement pour la retraite en Bretagne. En Bretagne. Ils habitent dans Donc, le Nord et vont s'installer en Bretagne pour la dans quel retraite. coin? C'est une excellente question, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais plus exact. Je vais pas te dire de bêtises, je sais plus le nom. Je sais plus. Je l'ai sur le Hmm. bout de la langue, je sais plus exactement.
Tu nous as parlé pendant l'épisode C'est Morbihan, je de... pense que c'est dans le Morbihan, mais je sais plus c'est le nom exact. Je sais plus le nom exact. Piriac, ça D'accord. j'ai trouvé. Piriac-sur-Mer. Piriac, d'accord, ok. Ça te parle? Très joli. C'est Ouais, bien Morbihan, sûr. hein. Je dis pas de bêtises. Si, si, ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Tu nous as parlé pendant l'épisode à plusieurs reprises de la musique. Ouais. Il s'avère que il se pourrait bien, si j'ai été suffisamment sage cette année, que le Père Noël m'apporte un piano cette Ah, année, chouette. parce que ça fait des années que j'ai envie d'apprendre à en jouer. J'ai jamais pris le temps. Et en fait, cette année, j'ai un petit peu un besoin de faire autre chose que Ouais. travailler et de lire des trucs soit sur l'entrepreneuriat, soit sur le trail. Et j'ai trouvé ce moyen pour un petit peu m'évader l'esprit vers autre chose que ces sujets-là. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté dans la vie de la musique? Et j'imagine que tu pratiques toujours. Ouais, je pratique toujours. Je joue plus de piano aussi, parce que mon piano est resté à la maison, enfin chez mes parents dans le Nord. Je l'ai pas amené ici. Mais par contre, il viendra une fois que j'aurai une petite maison ici. C'est pas prévu tout de suite, mais quand j'aurai la possibilité de le faire, je ferai ramener mon piano aussi. Qu'est-ce que ça m'a apporté alors? Plusieurs choses, pas forcément des meilleures, oui et non. Je suis rentrée à 5 ans au conservatoire. Donc, si tu veux, il y a quand même l'esprit de challenger au conservatoire. Il y a la rigueur, la discipline, la compétitivité, donc la battante, parce que tu fais des auditions, tu passes des concours, donc tu as les passages à niveau, etc. Donc j'ai fait 15 ans de conservatoire en culture musicale, solfège, chant lyrique, piano et tout ça. Ça m'a apporté aussi énormément de souffrance parce que mon professeur de piano était très 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 rigide et absolument pas pédagogue. Donc j'ai énormément souffert quand j'étais au conservatoire. Quand je suis partie, je me suis sentie libre. Et c'est là que j'ai commencé ensuite, quelques années plus tard, à mixer, à m'acheter des vinyles, à découvrir la musique électronique en autodidacte, etc., à composer. C'était un moyen d'évasion tout simplement. C'était un moyen d'évasion, c'était un moyen de me retrouver. Alors, je faisais beaucoup de sport aussi quand j'étais jeune, mais la musique c'était mon truc à moi, c'était m'évader, tu vois. Quand je mixais, j'ai jamais consommé d'alcool, j'ai jamais consommé de drogue et tout ça. Pourtant, je vivais la nuit, je vivais dans le monde de la nuit, mais j'étais vraiment en dehors de tout ça. J'étais un petit peu l'ovni parce que pour entrer en transe, il me suffisait de mixer, tu vois. Je pouvais jouer, mixer 10 heures, faire danser les gens, les faire sourire et tout. Ça me rendait dingue. Et c'était mon plaisir à moi, c'était mon petit péché mignon de faire danser les autres. Et puis composer ma musique, jouer ma musique, faire danser les autres et me retrouver immergé dans cette musique-là en club et tout, c'est un truc fabuleux, quoi. Quand tu arrives à faire déconnecter en plus les autres de leur vie quotidienne et tout ça par ta musique, c'est un truc fabuleux. C'est c'est aussi développer ta sensibilité, c'est exacerbation des sens et tout ça. Enfin, c'est ça, c'est la sensibilité, c'est développer d'autres choses, d'autres sens, je pense. Tu vis, tu vois, j'écoute plus de musique quand je fais le sport et tout ça, parce que maintenant, je cours avec mes chiens, j'ai besoin d'être énormément vigilante, et puis en montagne aussi, tu dois entendre ce qui se passe quand même. Même si j'ai le fameux casque Aftershocks et tout ça, j'écoute vraiment plus du tout de musique, même en ultra. Je suis extrêmement vigilante à tout ce qui m'entoure et tout ça, et je pense que c'est mieux. Au regard de la course en montagne, je pense que c'est mieux. Mais ça reste un truc, je plane direct, quoi. Tu me mets certains morceaux, je passe des disques et tout à la maison, je mixe, je plane direct. C'est un autre moyen de prendre mon pied, d'avoir du plaisir, l'orgasme sonore, entre guillemets, comme on dit, voilà, quoi. C'est vraiment autre chose, mais c'est l'hypersensibilité qui est en jeu aussi, c'est tous tes sens en éveil, c'est les frissons, c'est autre chose. Mais encore une fois, c'est le plaisir, et puis voilà. Tu vois, tout à l'heure, je te Puis demandais... c'est vibrer dans les tripes et dans le ventre, voilà. Et ça, le sport te l'apporte aussi en ultra, en compétition. C'est de sentir vivant aussi. Tu peux te sentir vivant à travers la musique. Mais c'est différent. C'est un plaisir différent. Tu vois, tout à l'heure, je te demandais d'où venait cette résilience, cette persévérance que tu avais en ultra. Et là, tu nous partages que quand tu étais gamine à 5 ans, tu as dû développer cette discipline au conservatoire. Ouais. Il y a un lien évident. Ouais, mais tu sais, quand j'étais gamine, j'avais 12-13 ans, je me faisais agresser. En allant au conservatoire, en fait, je vais à pied. Je m'en ai parlé bien plus tard, 10 ans plus tard à mes parents. Et je me faisais tabasser par des mecs et tout ça. J'ai été agressée un nombre incalculable de fois, jusque très très tard, très tardivement, plus de 20 ans.
Et du coup, en fait, le conservatoire était pour moi un chemin de croix parce que je devais retrouver la rigueur de mon prof, qui était très dur. Et puis, il y avait les hommes de la rue, tu vois. Et, euh, et j'en parlais pas parce que, voilà, tu sais, tout ça, c'était tabou, c'était difficile de parler. Je voulais protéger mon frère et soeur et tout ça. Et du coup, c'était un vrai chemin de croix pour aller faire de la musique, tout simplement. Je pense que ça vient aussi de là, cette capacité de résilience. C'était, tu fermes ta gueule, tu te tais, tu vas jouer, tu vas faire ta musique. C'est le prix à payer, entre guillemets. Quand t'es gamin, t'as pas le discernement nécessaire pour te sortir de cette spirale. Ça vient beaucoup plus tard. Avec le recul, j'y ai pensé des années plus tard. J'ai fait des liens de cause à effet et tout ça, tu vois, mais voilà. Je pense que ça vient là, de là aussi. Mais la musique m'a tenu debout avant la naissance de Simon. Ça aussi, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui m'a tenu debout. Je pense que sans musique, c'est pareil. J'aurais jamais supporté les anorexies, les agressions et tout ça. Après, c'est des forces que tu développes en toi. De toute façon, soit tu t'écroules, soit tu te relèves et puis tu continues. J'en parle avec détachement, mais c'est des trucs qui m'ont fort touché et auxquels je pense encore par moments. Ça m'arrive encore de rêver, comme je t'ai dit tout à l'heure, et d'y penser, etc. J'ai écrit pas mal là-dessus, donc je pense qu'il y aura forcément un jour ou l'autre un bouquin qui sortira à ce sujet, sur les épisodes de vie, mes récits de course, un melting pot, un petit peu de tout ça, parce que tout est lié finalement. C'est une très belle histoire que tu nous racontes là, Maud, et Merci. en fait, ça m'inspire énormément. Et tu sais, sur ce podcast-là, moi, je m'intéresse beaucoup au fait de savoir pourquoi certaines personnes ont réussi à aller accomplir certaines choses, se sont sorties Développer de ses forces. choses dont certains ne se sortent pas. Et je suis sûr que ton histoire en inspirera des dizaines d'autres personnes. Mais tu sais, comme Euh, je dis souvent, parenthèse, je pense que la montagne guérit les femmes. Il n'y a pas de mots. Les femmes, et très certainement les hommes aussi, mais encore plus les femmes. Et que le fait de courir en montagne, même pas forcément en ultra de petites distances, ça peut énormément aider, aider les femmes au quotidien, tout simplement. Voilà. hmm. J'espère en tout cas que peut-être en m'écoutant, je pourrais inspirer d'autres femmes à aller courir en ultra. Je pense aussi que c'est pour ça que j'ai cette faculté, entre guillemets, de partir en mode ultra sans angoisse. Tu vois, les angoisses, c'est le quotidien, c'est toute l'organisation autour. Mais finalement, quand je prends le départ d'un ultra, c'est pour aller au bout, tout simplement. Je me pose pas 40 000 questions, hein, c'est tout. Je suis là, j'ai payé mon dossard, j'ai pris un dossard. C'est là, tu vas au bout, et puis c'est tout, c'est comme ça. À Merbel, je me suis cassé la main. C'était pas cette année, c'était donc sur le 55 000 de dénivelé il y a un an. Je me suis cassé la main au 15e kilomètre, j'ai fini ma course. Bon, j'avais la main doublée de volume, je me suis fait strapper et tout. Puis en rentrant à Roubaix, j'ai été hospitalisée, je me suis fait opérer, mais j'ai terminé ma course. Parce que je pense que quand t'as décidé quelque chose et que c'est là au fond de toi et que voilà, t'as la volonté, t'as l'envie, t'as le plaisir, t'as la niaque, tu vas au bout de ton truc, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça s'apprend, c'est le bagage de vie qui a fait que Ouais. c'est une force. Après, ça peut me jeter des tours aussi, je pense. Mais c'est Ouais, des parce que forces à tu vois, développer. tu vois, moi j'ai un discours là-dessus sur jusqu'où tu t'arrêtes. Et moi je me dis, Attention, si je suis ben, blessée, si je me retrouve, c'est- par exemple, blessée, etc., je me casse un truc. Là, c'était la main. On parle de la main, tu vois. On hmm, parle pas de la jambe. Il n'est ouais, pas bien sûr. question que je me mette en danger. Encore une fois, ça, c'est une évidence. Je sais qu'il y a des choses que j'ai fait, du genre partir faire un ultra en off sans prévenir personne. Ça, c'est peut-être pas quelque chose que je vais refaire, tu vois, parce que a posteriori et à repenser quand j'ai fait mon voyage de Morbihan, que je me suis retrouvée sans téléphone, sans frontal, sans plus rien, à 40 km de ma voiture, sans plan. Ben, je te dis pas, je te raconte pas ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, je m'en suis sortie très bien toute seule, j'ai géré mon truc. C'est pas forcément des trucs dont je vais aller me vanter, etc. Enfin, voilà, je l'ai fait, j'étais très heureuse, c'est une super expérience, ça m'a forgé, ça me donne des forces pour plus tard et tout, enfin, pour avancer dans mes ultras, dans ma discipline. Mais voilà, je sais que maintenant, aujourd'hui, si je pars comme ça, je préviens quelqu'un, je donne mon itinéraire à quelqu'un, etc., tu vois. Je serai certainement plus sensée. Hmm. Donc, tout ça, ça s'apprend. Alors, évidemment, j'ai des coups de folie, je peux être, je suis une perchée des montagnes, tu vois, comme je dis. Mais voilà, j'apprends aussi
à être vraiment rigoureuse, à être attentive et à ne pas me mettre en danger, même si j'ai tendance à aller chercher le bouchon, pousser le bouchon un peu plus loin, tu sais, comme Maurice, là, dans la pub. C'est pour les chocomousse, ça, c'est ça, non? Choco suisse ou... Tu pousses les bornes des limites un peu trop loin, Maurice. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est les chocomousse. Tu pousses Et le donc, bouchon un peu trop loin, Maurice. ouais, c'est ça. Mais non, mais tu pousses les bornes des limites un peu trop loin. Je sais que je vais pousser, tu vois, mais je vais pas non plus aller chercher à me mettre en danger, c'est pas le but. Le but, c'est quand même le plaisir, tu vois. Et voilà, quoi. Et la quête de soi. Donc, aller se chercher soi au fond de soi. Tu te mets en paix avec toi-même, t'es bien avec toi-même, tu mets du sens, t'es ancré et tout. Ça, c'est trop bien. Le but du jeu, c'est pas aller de se cramer, de se massacrer, de se mettre à l'envers, d'avoir des alus, de passer pour une droguée, tout ça, mais pas du tout, tu vois, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc, me mettre en danger, non. C'est pour ça que je te parlais des 360. Quand je t'ai dit que j'hésite, c'est pas la distance. La distance, oui, mais pas forcément en haute montagne, parce que me mettre en danger, c'est non. Je veux pas me mettre en danger. Hmm. Non, je disais que là, un ultra, enfin, ou une course, ça doit te coûter une semaine de courbature, pas plus. Ça, c'est mon mantra. Si je sens que ça va être plus dur à récupérer, c'est pas bon signe. Ah, ouais, mais après, bon, c'est tranquillement qu'il faut y aller en ultra. T'es pas non plus, faut pas non plus, entre guillemets, se prendre pour Kylian Jornet qui met moins de 20 ans à l'UTMB, entre guillemets. Enfin, c'est pas, voilà, Bien enfin, sûr, bien c'est sûr. même si tous ceux qui font des ultras, on est tous des machines. Bravo à tous ceux qui font des ultras, bravo à tous ceux qui font des petites courses et tout. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a tous nos petits défis. Quand tu vois Vincent Maché, je sais pas si tu vois qui c'est. Vincent, oui, si, oui, bien sûr. C'est un mec formidable. Il Hmm. court des petits formats, comme il dit. Mais c'est un mec formidable, tu vois. Et ben, lui, il a ses défis. Mais je trouve qu'il est encore plus, comment dire, ce mec, il a une aura exceptionnelle, il a un combat formidable. Et je trouve encore plus formidable ce qu'il fait, tu vois, plutôt que moi, ce que je fais. C'est certes différent, mais je trouve ça génial, quoi. Enfin, voilà. Le message qu'il fait passer et tout ça, je trouve ça génial. Alors pour tous ceux qui connaissent pas Vincent, c'est quelqu'un qui est en surpoids et qui court des distances qui sont quand même pas C'est, dégueu, hein. Donc voilà. mais ouais, voilà, puis il fait passer un message, il va chercher, il va aller au bout de lui-même, enfin voilà. C'est un mec formidable. Voilà. Et j'ai été très touchée par son combat parce que, comme je suis dans les troubles du comportement alimentaire, j'y étais, et c'est un mec qui m'a beaucoup touchée par tout ce qu'il fait et qui me touche encore. C'était une petite parenthèse, tout ça pour préciser que Hmm. on a tous un combat et il n'y a pas de petits défis, tu vois. Donc, des courbatures, tu en auras même sur les petits défis. Sur les petites Exactement. courses, pardon, parce que j'ai dit il n'y a pas de petits défis. Maud, on est déjà à 1h20 d'échange. C'est passé ultra vite, tu vois. Je t'ai mais, dit mais avant qu'on effectivement, merci. enregistre, ça passe vite. Est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé ajouter à notre échange? Là, tout de suite, non. Ouais. Ah si! Je vais faire ma petite promo. Je Ah, change de sponsor pour mais ma bien pratique sûr. sportive. Ah non, mais là, j'y pense tout de suite maintenant, ça va peut-être me sortir de la tête. J'ai même pas pensé, mais soit, ouais, je cherche des sponsors et des partenaires pour ma pratique sportive, pour continuer à progresser, à pouvoir aller de l'avant, et puis pour, euh, pour mettre à jour aussi et mettre en œuvre mon projet des 400 km sur la grande traversée du Jura, pour justement, je le fais aussi pour mettre en exergue et mettre en lumière l'autisme. Et donc, les gens qui sont un petit peu câblés comme moi et qui sont un petit peu dans leur bulle, quoi, comme ultra bulle. Voilà. Alors la dernière personne qui a dit ça sur ce podcast, c'est Beignat Parmisol. Ah Et depuis, il est sponsorisé par ASICS. Alors, bah écoute, Bon, tu sais que je ne cours qu'Interex, donc ça va risquer d'être un petit peu compliqué. Mais cela dit, un niveau partenariat, j'ai un truc quand même assez chouette à proposer parce que je suis en formation de préparation mentale avec l'organisme de formation qui est à Paris, Transfert. Je fais à distance. Et du coup, d'ici une petite année, j'aurai mon petit diplôme, entre guillemets, qui va légitimer ma pratique en préparation mentale, donc pour accompagner les sportifs et autres, tu vois, en entreprise, pas forcément des sportifs. Parce que c'est ce qui me branche aussi, c'est de pouvoir transmettre justement ma force mentale, ma brillance, coucou Laurence, ma brillance, elle m'a fait travailler sur ma brillance, Laurence, et justement pouvoir apporter des outils, des pistes de travail et tout ça à d'autres, les accompagner dans leur préparation mentale. Pas forcément accès sport. Je pense que ça peut être plus large parce que le monde des affaires est quand même très corrélé au monde sportif dans le côté challenge, etc. bien sûr. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup Maud Merci à toi, pour François, pour cette heure, l'invitation. cette heure 20 d'échange. C'était passionnant, c'était fascinant de découvrir ton parcours, ta force mentale que tu as réussi à développer tout au long de ces années. Encore une fois, je pense que cette histoire va résonner dans plein d'oreilles de nos auditeurs. J'ai un truc à dire, il faut oser, Allez, c'est tout. oh, Il faut oui. oser, il faut oser, il faut pas avoir peur, il faut oser. Il faut prendre les devants, il faut y aller direct. Que ce soit pour courir un ultra, une petite course, il faut pas avoir peur. Il faut apprendre à faire confiance à son corps, etc. Ça, c'est un truc important que je voulais dire. Simplement oser. Parce qu'il y en a tellement qui se disent, ouais, je suis pas capable. Je vais pas savoir courir un ultra. Je vais pas savoir courir un 100 km et tout. Puis au final, si. Il suffit de s'entraîner. Enfin, il suffit. C'est pas un grand mot, bien sûr, mais il faut y croire, il faut y croire. Et quand on y croit, bah, ça peut toujours que marcher. Vas-y, Eh je ben, te laisse finir, c'est un excuse-moi. très beau mot de la fin. J'ai rien d'autre à ajouter. Donc, merci encore une fois. Merci à Merci toi. aussi et on salue tous ceux que tu as cités dans, Ah, dans le podcast. Encore une fois. Merci Maud merci et à à toi, bientôt. François. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse